La photographie ne peut pas changer le monde, mais elle peut montrer le monde, surtout quand le monde est en train de changer. Écrivait dans les années 1950 le grand reporter photographe Marc Ribot. Comme cela est vrai. Bonjour à tous. Issu de nombreuses innovations techniques dans le domaine de l'optique, de l'électricité, de la chimie, de l'électronique, la photographie, qui deviendra rapidement l'art photographique, grâce au talent et à l'habileté de plusieurs de ses pratiquants, est née officiellement le 7 janvier 1839, le jour de la présentation par le physicien François Arago à l'Académie des sciences de l'invention étonnante de Louis Daguerre, le daguerréotype, qui perfectionnait sensiblement la méthode de l'ingénieur chalonnais Nicéphore Niepce, consistant à fixer des images sur des plaques d'étain recouvertes de bitume de Judée, une sorte de goudron naturel possédant la propriété de durcir à la lumière. Après celui de photographe, un nouveau métier voit le jour, peu de temps après. Il voit le jour de l'envie, et je dirais même du besoin des premiers photographes de quitter leur studio, malgré la nécessité de transporter un matériel lourd et encombrant, afin de découvrir et de faire découvrir à leurs compatriotes le vaste monde et les événements souvent dramatiques qui s'y produisent, et notamment les guerres. C'est ainsi que les premiers photographes reporters furent des militaires français et anglais qui allaient couvrir notamment la guerre de Crimée dans les années 1850. Et ils envoyaient leurs clichés au pays afin qu'ils puissent paraître dans les journaux et présenter aux familles des soldats un autre visage de la guerre, jusque-là illustré seulement par les sempiternels bulletins de décès. Parmi les pionniers en ce domaine, on peut citer l'anglais Robert Fenton, avec sa fameuse photo La vallée de l'ombre de la mort, et le colonel français Jean-Charles Anglais et son panorama de Sébastopol pris de la tour Malakoff en 1850. Cette même année 1850, un jeune homme, natif de Dieppe, s'installe à Paris comme photographe, après avoir été lithographe à Caen. Il s'appelle Bruno Braqueuet. Il est marié avec Laure Mathilde Gouin, peintre miniaturiste et coloriste de photographie, fille du photographe Alexis Gouin. Bruno Braqueuet est un garçon charmant, de caractère enjoué et à l'esprit inventif. Mais il possède une particularité qu'il partage d'ailleurs avec son beau-père. Il est né sourd et muet. Et c'est à l'Institut royal des sourds-muets à Paris, créé par l'abbé de l'Épée, qu'il reçut une solide formation grâce à Ferdinand Berthier, qui lui enseigna la langue des signes. Ferdinand Berthier, ce bourguignon, qui sera appelé par Victor Hugo le Napoléon des sourds-muets, était très avant-gardiste dans son domaine. Entre 1838 et 1848, il utilisera pour servir la cause des sourds un moyen novateur, correspondant bien à la conjoncture politique et sociale du moment, le groupe de pression promis à un bel avenir. En février 1848, il réalisera ses ambitions en faveur de tous les sourds-muets, même de ceux qui étaient pauvres et sans instruction. Et c'est sans hésitation qu'il rallia la jeune République, la seconde, qui lui permettra de donner un sens nouveau au mot fraternité, davantage associé à philanthropie, même s'il ne souhaite pas que les sourds apparaissent comme des assistés, ce qui les maintiendrait dans un état d'infériorité.
Bien au contraire, il veut forger une image différente d'eux qui en fasse les égaux des entendants. Grâce au langage des signes et à une éducation spécifique, il souhaite en faire des personnes capables de prendre de bonnes décisions pour eux-mêmes comme pour leurs semblables. C'est ainsi qu'il parlera désormais de la nation sourde-muette, un terme à la consonance fort opportunément républicaine. Bruno Braqueuet représentait pour lui un bel exemple de réussite absolue. Républicain convaincu, Braqueuet croit en la fraternité entre les hommes, dans le sens nouveau du mot, celui donné par Ferdinand Berthier. S'intéressant à la photographie, il apprend très vite à maîtriser cet art nouveau et il acquiert la conviction d'être né pour le pratiquer. Il finit par s'installer comme photographe à Paris en 1850. À la mort de son beau-père, en février 1855, il reprend avec son épouse le studio de celui-ci et se spécialise comme lui dans les nus féminins. Au collodion humide et en daguerréotype colorisé par Laure Mathilde. Assise ou debout, de face ou de dos, allongée sur un canapé ou accroupie, la femme nue est épanouie sous l'objectif de Braqueuet. Elle est sublimée en quelque sorte. La femme de Braqueuet, c'est un véritable hymne à la beauté pulpeuse de l'époque, à la sensualité, à la jouissance, au plaisir, à la vie. Braqueuet aurait pu dire, comme Lucien Clergue, « Chaque fois que je photographie une femme, j'ai l'impression de faire reculer la mort. » Avec ses nus féminins, il connaît aussitôt un certain succès, et il est particulièrement remarqué à l'exposition universelle de 1867 à Paris, où il obtient une mention qui désormais en fait un photographe renommé dans la capitale, auquel tous les espoirs, toutes les ambitions, toutes les aventures sont permises. Le catalogue de l'expo souligne sa technicité et loue hautement sa spécialité de couleurs applicables sur verre, sur plaque et sur papier. Si j'ai utilisé précédemment le mot aventure, c'est parce qu'il me semble parfaitement approprié, car Braqueuet, dont la passion pour la photographie deviendra au fil des mois une passion dévorante, on pourrait presque dire une addiction, est un hyperactif. Et il se sent de plus en plus à l'étroit dans son studio. Il ne rêve que de partir à l'aventure, sur le terrain, à la rencontre des événements de tous ordres qui secouent le monde, climatiques, sociaux, politiques. Le déclenchement de la Commune de Paris de 1871 allait être pour lui une opportunité de sortir de chez lui, avec tout son matériel photographique, pour immortaliser ces événements dont il perçoit aussitôt l'importance. Il faut rappeler que la Commune de Paris est née du rejet de la capitulation honteuse de la France face aux armées de Bismarck lors de la guerre franco-prussienne de 1870. Elle est née surtout du choc terrible engendré par le siège de Paris, qui provoqua un désir ardent du peuple d'une autre forme de démocratie, la démocratie directe. Elle avait pour terreau la misère ouvrière et les conditions de vie et de travail inhumaines dans l'industrie, surtout pour les enfants. Braqueuet ne s'intéressait pas à la politique. Il était républicain, certes,
mais il n'était encarté dans aucun mouvement politique ou social. En revanche, il ressentait la défaite de la France comme une humiliation, et sans la cautionner explicitement, il comprenait l'explosion populaire. Il va donc se lancer, de sa propre initiative, sans rien demander à personne, dans un travail de photoreportage autour des événements de la commune parisienne. Et durant des semaines, il sera là, présent chaque jour, avec son appareil photographique, en plein milieu de la tourmente, à côté des insurgés très étonnés, mais qui l'accueillirent avec chaleur et enthousiasme. Son immense production photographique de plus de 180 clichés, dont une centaine environ sont connus, le fera considérer comme un exemple précoce de photojournalisme et lui vaudront le titre de premier photographe reporter de l'histoire de France. Ce qui, en fait, rendit sa démarche insolite, ce fut sa singularité. D'autres photographes auraient pu le rejoindre, comme Nadar, Charles Négri ou Édouard Baldus, mais il resta seul, désespérément seul. Seul, au plus près de l'action, témoin muet, mais ô combien crucial et essentiel de l'enfer rouge de la Commune. Incontestablement, Bruno Braqueuet fut et restera dans l'histoire le photographe de la Commune de Paris. Par sa présence quotidienne sur le terrain, il capta tous les moments historiques, comme la chute de la colonne de Vendôme, le 16 mai 1871, une première relatée en direct, minute par minute. La colonne Vendôme, érigée par Napoléon Ier pour commémorer la bataille d'Austerlitz, surmontée par une statue de l'empereur en bronze, était considérée par les communards comme, je cite les termes utilisés, un monument de barbarie, un symbole de force brute et de fausse gloire, une affirmation du militarisme, une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus, un attentat perpétuel à l'un des trois grands principes de la République, la fraternité. La fraternité, notion chère à Berthier. Parmi les nombreux clichés de la colonne Vendôme, pris par Braqueuet, on peut citer la colonne à terre et les barricades érigées après sa destruction. Mais Braqueuet s'intéressa aussi à la destruction de la maison d'Adolphe Thiers, place Saint-Georges. Dans l'une de ces photos, certains reconnurent formellement le peintre Gustave Courbet, qui prit une part active aux événements de la Commune de Paris. Et il fut donc accusé, après l'écrasement du mouvement, d'avoir participé à la destruction de la colonne Vendôme. Lors de son procès, il s'en défendit vigoureusement, affirmant même « J'ai sauvé la colonne, même dans sa chute à laquelle je n'ai pu m'opposer, car on ne s'oppose pas à 2 millions d'individus. C'est moi qui ai fait mettre les fascines pour prévoir les débats et les brisures. Et j'étais tellement sûr de mon action que j'ai écrit à M. Jules Simon. Si on peut me prouver que j'ai détruit la colonne, je me charge de la relever à mes frais. » Malgré ses négations, il sera condamné à 6 mois de prison ferme. Bruno Braqueuet photographia aussi les acteurs de la Commune, les fédérés, qui posent fièrement pour lui devant leurs barricades, mais il photographia aussi les troupes versaillaises. Dans cette même série de clichés illustrant la chute de la colonne, on peut remarquer sur 2 photos un jeune homme qui ressemble beaucoup à Arthur Rimbaud. Même visage,
même mot caractéristique. Rimbaud avait alors 16 ans. Ces deux photos avaient été prises le jour même de l'abattage de la colonne, le 16 mai. Sur l'une d'elles, il porte l'uniforme des gardes nationaux. Il a un fusil qu'il tient maladroitement comme un manche à balai, et il se trouve au niveau de la statue de Napoléon abattu. Ces deux photos m'interpellent et m'interrogent, comme m'avait interrogé celle de Rimbaud prise à Aden et retrouvée en 2010, au moment même de la sortie de ma biographie de Rimbaud à Marseille. Et on sait que la participation, la présence même, et la participation du poète, auteur des Effarés, lors des événements de la Commune de Paris, divise toujours historiens et rimbaldiens. Après avoir longuement observé ces deux photos, mes doutes se sont presque dissipés, et aujourd'hui, je serai personnellement assez convaincu de sa présence. Mais un problème subsiste. Les photos datent du 16 mai, le lendemain de la seconde lettre du voyant à Paul Demeny, dans lequel il lui demande de lui répondre rapidement, car, dit-il, dans 8 jours, je serai à Paris peut-être. Comment expliquer sa présence dans la capitale, place Vendôme, au lendemain de l'envoi de sa seconde lettre du voyant? Cela semble impossible matériellement, sauf s'il prit un train depuis Charleville, décidant, sur un coup de tête, de venir voir de ses yeux la colonne à terre. Le train mettait alors moins de 8 heures pour relier Charleville et la gare de Paris-Nord. On ne peut nullement rejeter cette hypothèse, connaissant par ailleurs son impulsivité. Quoi qu'il en soit, les mystères restent nombreux autour de cette hypothétique présence et de ces deux clichés très troublants. Toutes les photos de Braqueuet ne seront connues que bien après les événements, car à l'époque, les journaux publiaient des gravures pour illustrer les articles et non des photos. Mais aujourd'hui, elles figurent dans tous les livres d'histoire. Bruno Braqueuet était aussi présent, bien entendu, durant la Semaine sanglante, du 21 au 28 mai 1871, au cours de laquelle Louise Michel s'illustra dans les combats de rue du cimetière Montmartre, puis sur la barricade de Clignancourt. Et on sait que cet épisode final de la Commune de Paris se termina par l'exécution en masse des fédérés. Durant la Semaine sanglante, Braqueuet rencontra-t-il, comme certains l'ont dit, Charles de l'Écluse, le journaliste communard qui s'écria le 24 mai sur les barricades « Place au peuple, aux combattants aux bras nus !» et qui sera tué le lendemain au château d'Eau. Ce qui semble certain, c'est qu'à force de côtoyer les fédérés et de suivre, appareil en main, leurs combats, lui qui ne faisait pas de politique et n'entendait pas prendre parti pour les uns ou pour les autres dans cette tragédie, il finira par observer avec de plus en plus de sympathie ces hommes farouches et déterminés, aux idéaux utopiques, ce qui lui sera reproché plus tard. Il faut signaler qu'il ne vendra jamais aucun de ces clichés, et c'est toujours gratuitement qu'il photographiait les communards. Sa démarche deviendra progressivement un acte de solidarité envers eux. En raison de son altruisme et de sa trop grande générosité, il connaîtra bientôt de sérieuses difficultés financières, et finalement
il fera faillite en 1873 et accusé sans preuve d'abus de confiance. Il fera même 13 mois de prison à la prison de Mazas. Voulait-on lui faire payer ses sympathies pour la commune, alors que le nouveau président de la République, le très conservateur maréchal MacMahon, instaurait la politique dite de l'ordre moral? Rien n'est moins sûr. Quoi qu'il en soit, très éprouvé par cette épreuve, il décédera peu de temps après sa libération, le 13 février 1875, dans sa maison de campagne de la Celle-Saint-Cloud, à l'âge de 52 ans. Bruno Braqueuet reste encore aujourd'hui méconnu du grand public, même si ses photos sont gravées dans la mémoire collective et que Dieppe, sa ville natale, lui rende régulièrement hommage. Par ailleurs, exposition et rétrospective de l'œuvre magistrale du photographe de la commune sont de plus en plus nombreuses dans tout le pays et elles permettront sans doute un jour de réparer définitivement cette injustice. Je terminerai enfin par cette pensée de Bruno Tofano. Bruno Tofano, le photographe illustrateur spécialisé dans le noir et blanc, qui me semble correspondre admirablement à Bruno Braqueuet. On ne devient pas photographe, on est photographe. Merci et à très bientôt.